Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de choisir France 3 pour vous informer. Dans l'édition Bourgogne de ce 19-20, la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII a attiré les pèlerins à Paray-le-Monial où une relique est désormais exposée. Notre invité, l'archevêque de Dijon, nous expliquera l'importance de l'événement. En Côte d'Or, Saint-Jean-de-Laune expose des collections dans les vitrines de ses magasins désertés, une façon de maintenir l'attrait de son centre-ville. 24 heures de marche non-stop autour du lac Kyr à Dijon, gros plan sur la ronde des Ducs, épreuve d'endurance, c'est le moins qu'on puisse dire. 24 heures à moto également avec le bol d'or de Manicourt, Sport Bourgogne, c'est dans 10 minutes. Jean-Paul II, super pape, et même élevé au rang de saint ce matin. L'homme a marqué les esprits à Paray-le-Monial où il s'est rendu il y a 28 ans. Les pèlerins sont venus en nombre voir l'une de ses reliques. Fanny Borius et Marine Labidi. Les uns après les autres, les fidèles s'agenouillent devant la relique de Saint Jean-Paul II, une étoffe imbibée du sang versé par l'ancien pape lors de l'attentat en 1981, place Saint-Pierre à Rome. Et beaucoup de bonté, d'écoute, beaucoup de bonté par rapport à tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie et où il a su toujours rester ouvert à l'action de l'Esprit Saint, même si c'était difficile, même s'il était devant la personne qui voulait le tuer. Enfin, c'est vraiment un cœur généreux et ouvert. Plus tôt ce matin, dans une salle du Parc des Chapelains, la messe de canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, retransmise en direct, a rassemblé 700 fidèles pendant près de 3 heures. Même si on regardait par un écran, c'est un moment où on peut unir nos cœurs à l'Église universelle. Et c'est vraiment l'Esprit Saint qui fait ça. Et on sentait sa présence, au moins moi. J'ai été très touché de voir tout le monde qu'il y avait. Ça me faisait penser un peu aux funérailles de Jean-Paul II. Et du recueillement, bien sûr, du côté des prêtres et des évêques, mais également des chefs d'État. C'est un beau témoignage aussi pour redonner un peu d'espoir à tous ces jeunes qui parfois, enfin moi personnellement, on est un peu perdus, on ne sait pas trop où aller. Jean XXIII et Jean-Paul II, deux personnalités connues de Paray-le-Monial. L'un est venu comme pèlerin en 1947, l'autre, Jean-Paul II, comme pape, c'était en 1986. Tous deux ont laissé ici un message fort. Les deux étaient attachés à Paray. Ils n'étaient pas tellement attachés au lieu matériel, c'est au message qu'ils étaient attachés. Au message de l'amour de Dieu qui a été donné ici. Je crois qu'on est dans un monde difficile et le monde a besoin de sourire, il a besoin d'amour. Et je pense que ces deux personnages, chacun à leur manière, ont essayé d'en donner. Les pèlerins ont poursuivi leur recueillement lors de la messe locale dans la basilique pour une journée entière consacrée au désormais Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Invité de ce 19-20, Monseigneur Roland Aminrat, archevêque de Dijon, bonsoir. Bonsoir. Des canonisations, ce sont des événements assez rares. L'Église en a besoin pour remettre les fidèles sur le droit chemin ? En fait, je ne dirais pas que c'est un événement très rare, parce que Jean-Paul II, durant ses 27 ans de pontificat, en a canonisé des centaines. C'est même celui qui a canonisé le plus de personnes. Alors, ce qui est plus rare, c'est de canoniser des papes. Le dernier pape à être canonisé, c'était Pie X. Il a été canonisé 40 ans après sa mort. Il est mort en 1914. Et aujourd'hui, nous avons 2 papes. Et vous voyez, d'après les commentaires qu'on a entendus, à quel point Jean-Paul II, qui est le plus récent, que tous connaissent encore, a marqué les gens. Alors vous l'avez connu, vous avez travaillé avec lui au Vatican, on parlait des bontés là dans le reportage, c'est ça qui écoutez, domine. Moi je l'ai connu dans le cadre du travail à la Curie, et donc je l'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai eu avec lui même des échanges personnels très, très beaux, très approfondis. Alors ce que je dirais, c'est que l'image que renvoient les médias est belle, mais ce que j'ai pu percevoir, c'est ce qu'il y a derrière les écrans, c'est-à-dire l'âme de l'homme, comment il tient, parce que c'est une charge écrasante. Et comment il est capable de donner une vigueur nouvelle à ce point, à une Église qui est mondiale, à toutes les générations. Et ça, c'est l'homme, Jean-Paul II, et pour ça, il a été déclaré saint. C'est un homme de prière, c'était un homme qui était toujours en union avec le Christ. Aller voir une relique de Jean-Paul II à Paray-le-Monial, ça paraît un peu futile pour la religion qui s'éloigne des choses matérielles. C'est pas matériel, c'est tout simplement un souvenir précis de la personne. C'est tout simplement une attention portée à la personne, c'est pas à l'objet matériel, c'est clair. Autre image forte, 2 papes vivant côte à côte pour une cérémonie, c'est rare. Alors ça s'est jamais vu, ça s'est absolument jamais vu qu'il y ait 2 papes ensemble.
Et donc le pape François a salué 2 fois, au début et à la fin, a salué le pape émérite Benoît XVI. Et c'est aussi un beau signe de l'unité de l'Église. On a dit que c'était la journée des 4 papes. La cérémonie, vous l'avez vécue devant votre télé ce matin. Vous donnerez une messe, vous présiderez une messe en revanche demain soir à Saint-Bénigne. Oui. Alors nous avons la messe ce soir et demain soir à 19h, les Dijonnais sont invités à une messe d'action de grâce pour cette canonisation des 2 papes. Et pour refermer donc ce week-end de cérémonie, week-end de miséricorde. Oui, merci Monseigneur Minrat d'être venu ce soir sur France 3 dans le 19-20. Et ce dimanche, c'était aussi la journée du souvenir de la déportation. Ce matin, à Nevers, un défilé s'est rendu au monument du square Édouard Millien où a eu lieu la cérémonie. Hommage aux victimes des camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour ne pas devenir une ville-musée, Saint-Jean-de-Laune se proclame ville de collection. La commune de Côte-d'Or, connue pour la batellerie, a trouvé une solution pour compenser la fermeture de ses magasins, transformer les vitrines en lieu d'exposition. Michel Gillot et Damien Rabézen. À Saint-Jean-de-Laune, la rue Marion était sinistrée. Plus d'optique, plus de chaussures maroquinerie, plus d'auto-école, bref, plus grand-chose. Et une rue au rideau de fer tiré, ça l'affichait mal. Nous avons beaucoup de plaisanciers et quand ils se promenaient, ils étaient déçus de trouver cette rue qui était morte. Et donc, il fallait absolument trouver une solution. Alors, moi, je me suis penchée sur Cuisery, en Saône-et-Loire, pour le village du Livre. Monsieur Charles Gérard est allé à la Charité-sur-Loire, où c'est également un village de livres. Mais donc, on ne voulait pas faire la même chose. Regarde, Evan. Regarde dans la baignoire le petit cochon. Pas de bouquins donc à Saint-Jean-de-Laune, mais des collections. Dans telle vitrine, une cinquantaine de petits cochons. Dans telle autre, toute une ribambelle de tire-bouchons, cruches ou terrines. Ailleurs encore des fers à repasser, des voitures de pompiers miniatures, des appareils photo anciens, etc. Il s'agit d'essayer de donner une seconde vie à ces vitrines. Il s'agit d'une nouvelle idée qui est de transformer Saint-Jean-de-Laune en ville de collection. Et il y a une équipe qui se formait d'une dizaine de personnes qui ont ensemble piloté ce projet et pris en main les aménagements des magasins vides. Je trouve ça sensationnel, ça peut me donner un petit coup de fouet pour redynamiser l'économie de la commune. Ce matin, les vieilles photos de Saint-Jean-de-Laune accrochées sur le rideau de fer de l'ex-magasin de cadeaux se sont taillées un franc succès. L'association Vilco souhaite renouveler les collections 3 ou 4 fois par an. Pour la ville, le pari mérite d'être tenté, comme semble le penser d'ailleurs ce couple de touristes anglais. C'est bon pour la ville. Oui. Merci. Dans Lyon, la visite du château d'Ancy-le-Franc s'est enrichie. La chambre de Diane de Poitiers est ouverte au public après une longue restauration de ses peintures. Découverte grâce à Nathalie Baffer et Claude Eudes. La chambre de Diane a retrouvé ses couleurs grâce au travail minutieux des meilleurs restaurateurs français. Les 8 scènes de couple, peintes au XVIe siècle, avaient beaucoup souffert et présentaient de nombreuses lacunes. Il a fallu plus de 10 ans pour les restaurer. Un travail de longue haleine qui a commencé en 2002, tout de suite après qu'un grand diagnostic a été fait, une sorte d'état des lieux dans toutes les salles du château. Et il était dans un état plutôt alarmant, il fallait intervenir. Il y avait des grandes lacunes au niveau des 8 scènes de couple dans cette salle. Certains visiteurs sont venus dès le premier jour pour admirer ces peintures de la Renaissance italienne. C'est très beau et ça me rappelle un voyage que je viens de faire à Florence où il y avait des décors voisins dans le Palazzo Vecchio. C'est rappelle Pompéi, c'est magnifique. Cet appartement d'apparat était réservé à la favorite du roi Henri II, Diane de Poitiers. Diane était aussi la belle-sœur du commanditaire du château, un passionné de la Renaissance, grand mécène de son temps. Le château d'Ancy-le-Franc est ainsi considéré comme une référence. Il a servi de modèle à la restauration d'une aile du Louvre. C'est un chariot de la Renaissance italienne parce que l'architecte était italien. Il est venu en France donc travailler pour le roi François Ier. Il devait faire des embellissements sur le château du Louvre et il ne fera pas ces travaux-là, mais Antoine III de Clermont le fera venir ici pour réaliser quelque chose qui est unique en France, sinon dans le monde. L'architecte est connu encore aujourd'hui comme la grande référence en architecture Renaissance. Il est connu pour ce que l'on voit ici, le travers rythmique. On a une alternance ici
partie de travées pleines, richement décorées. Un joyau de la Renaissance italienne en Bourgogne, paradoxalement peu connu. De nombreuses animations, expositions et concerts y sont depuis quelques années proposés pour faire vivre ce lieu unique. Et vous en retrouverez le programme sur notre site bourgogne.france3.fr. Notez que le château sera aussi à l'honneur demain midi dans Météo à la carte à 12h55 sur France 3. D'autres temps forts à venir cette semaine avec mardi d'abord la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Extrême-Orient, Indochine et Corée, cérémonie à Dijon, Beaune ou Sens. C'est le 60e anniversaire cette année de la fin de la guerre d'Indochine. Mercredi, l'ouverture de la foire de Sens pour 6 jours d'animation. Jeudi, les premiers concerts du festival Les Giboulées au Creusot, 3 jours de musique avec en tête d'affiche Gaëtan Roussel ou les Bébés Brunes. Et puis samedi, les jeunes footballeurs de l'AJ Auxerre joue la finale de la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes, et au Stade de France, s'il vous plaît. Auxerre l'a déjà remporté 6 fois. Sport également, ceux de ce week-end, endurance, moto ou à pied, rugby, basket et même frisbee, le tout avec Théo Souman. Sport Bourgogne, c'est parti. Salut à tous, Sport Bourgogne est à Mâcon ce soir pour parler d'un sport méconnu, l'Ultimate Frisbee. Il n'y a que 2 clubs dans notre région, Dijon et Mâcon. Mâcon qui accueillait ce week-end la grande finale de la région Grand Est, nous en parlerons. Mais d'abord, retour sur l'événement sportif du week-end, c'était dans la Nièvre, le 78e et dernier bol d'or à Magny-Cours. Reportage signé Fabien Madigou et Henri Desaunay. Comme un symbole, les 2 équipes locales engagées dans ce dernier bol d'or en terre bourguignonne sont côte à côte sur la grille de départ. Mais les 2 formations vont connaître des destinées très différentes. Pénalisée par plusieurs chutes, la numéro 21 du team dijonnais va se battre dans les profondeurs du classement, tandis que côté nivernais, la 58 attaque la nuit dans les 15 premières positions. Une performance remarquable pour le BMRT, dont la participation au prochain bol d'or est fortement remise en cause par le déménagement de l'épreuve au Castellet. Moi, ça ne me plaît pas trop, d'une part parce qu'on est vraiment à côté du circuit, donc ça sera de toute façon, ça ne peut pas être plus pratique. Et puis parce que j'aime bien ce circuit, je pense qu'il est très adapté à des courses d'endurance. La physionomie, le côté sportif, le côté technique du tracé. Les infrastructures étaient bien, bon. On va beaucoup plus loin d'un endroit qui est peut-être pas aussi bien adapté. En pleine nuit, l'heure n'est pas encore à la nostalgie. Sur une course aussi exigeante, les pilotes cherchent avant tout à rester dans leur bulle. On enchaîne des relais d'1 heure entre pilotes, on est 3, donc il y en a un qui part pour 1 heure, l'autre qui revient. Donc en fait, on roule 1 heure, on rentre, on mange un petit bout, on va chez le kiné pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis on vient au stand, et puis on attend, et puis une demi-heure après, il faut qu'on se rhabille pour partir. Donc le temps de repos est assez limité, mais donc c'est pas les relais ont un goût de je reviens vite, quoi. Côté professionnel, la majorité des pilotes approuvent ce retour aux sources du bol d'or après 15 années passées dans la Nièvre. Même Vincent Philippe, pourtant vainqueur à 7 reprises sur le circuit de Nevers-Magny-Cours. Le bol d'or restera le bol d'or. Je crois qu'il y a eu des très belles années au Paul Ricard. Voilà, je pense que ça va faire du bien à l'endurance, honnêtement, pour tout le monde. On espère bien sûr retrouver un grand nombre au niveau du public là-bas dans le sud. Côté course, cette 78e édition du bol d'or aura été marquée par les conditions climatiques particulièrement difficiles et changeantes. Mais si l'épreuve mythique quitte Magny-Cours, l'endurance moto compte bien y revenir. Une épreuve de 12 heures est d'ores et déjà à l'étude pour l'année prochaine. Retour ici à Mâcon pour parler frisbee avec à mes côtés Jean-Baptiste Menendez, le secrétaire du club de Mâcon. Bonsoir. Bonsoir. Rappelez-nous d'abord les règles de ce sport qui se rapproche assez du football américain. Tout à fait. Donc 7 contre 7 sur un terrain en gazon, 100 mètres de long, 37 mètres de large. Les grosses différences sont qu'une fois que vous êtes en possession du disque, vous n'avez pas le droit de courir avec. C'est un jeu qui reste technique. Le frisbee ne va pas forcément dans la même direction. Le vent l'emmène, on peut choisir sa direction selon comment on l'incline, selon la rotation et selon la puissance de la passe. Ce qui marque un petit peu ce sport, c'est aussi le fair play qui est indissociable du jeu. Voilà, à la fin des matchs, on note le fair play de l'équipe adverse, à savoir s'ils ont été souriants, s'ils ont respecté les règles, s'ils connaissaient les règles, s'ils n'ont pas contesté des points. Le sport est auto-arbitré. Au moment où je subis une faute, je lève la main et j'appelle la faute. Je dis, je considère qu'on m'a fait une faute. On en discute avec l'autre adversaire. Si on tombe d'accord, on suit le déroulement du jeu. Si on n'est pas d'accord, on revient à la passe précédente.
Ce week-end, il y avait une grande compétition du coup sur le terrain mâconnais avec des équipes venues de tout le Grand Est. La Bourgogne est un peu en retard par rapport à d'autres régions? La Bourgogne est, on va dire, en retard, surtout en Saône-et-Loire où on n'a qu'un seul club et où on a le défaut, on va dire, de ne pas avoir d'université à Mâcon. Donc on a du mal à toucher des jeunes. Aujourd'hui, on est en division régionale, que ce soit en salle ou en extérieur. On espère bien sûr monter au fil du temps, mais l'agrandissement du club et la montée dans les poules sont concordantes. On y arrivera de toute façon. Merci beaucoup Jean-Baptiste et puis bonne fin de saison à vous. Nous en parlait marche à pied. Il y avait un grand championnat de France de grand fond ce week-end à Dijon, la Ronde des Ducs. 24 heures de marche de 13h le samedi à 13h le dimanche. On regarde ce reportage avec les images d'Olivier Lopez. Le marcheur Rémi Bonnotte a une double casquette, celle de régional de l'étape et celle de favori. 3e l'an passé, le Dijonnais ne cache pas son objectif avant de s'élancer dans la Ronde des Ducs. J'ai l'ambition de jouer la gagne, autant je le dis. On verra bien dimanche, mais je joue à plus de 200 km. Je vais essayer d'être au moins sur le podium. C'est parti. 24 heures de marche, une épreuve d'endurance extrême où rien ne sert de courir, c'est d'ailleurs interdit, il faut partir à point. Autour du lac Kyr, chaque marcheur entre dans sa routine et se met dans sa bulle pour tenir la distance. Bientôt minuit. La nuit, le froid et la fringale sont tombés sur les marcheurs, qui poursuivent leur route tant bien que mal. Vite à boire parce que c'est sec. Vite à boire. Rémi Bonnotte est en tête depuis le départ et son équipe veille à ce qu'il ne manque de rien. Ça commence à se rafraîchir sérieusement, donc il faut que je trouve les bons gants qu'il faut, voilà. Donc voilà. Et donc en fait, il repasse à peu près actuellement tous les 26 minutes. Donc ça revient finalement assez rapidement, temps d'anticiper, parce que quand il passe, il faut que ce soit prêt. Dimanche matin, la délivrance approche. Les traits sont tirés, les mollets éprouvés et Rémi s'est fait doubler. C'est le vainqueur du dernier Paris-Colmar, Jean-Marie Rouault, qui est sacré champion de France. J'ai passé une bonne nuit. Je me suis senti très bien la nuit, mais j'adore la nuit. Et puis à la sortie de la nuit, à 6h du matin, j'ai pris la tête. Et après, il fallait gérer, quoi. Au terme de ce jour sans fin, Rémi Bonnotte a marché plus de 204 km, son record personnel. La marche de grand fond, c'est un sport collectif. Puisque moi, je n'ai fait que marcher. Et mon équipe m'a porté, mon coach, ma compagne. Je ne me suis pas arrêté une seule fois. Pas une seule fois. J'ai marché avec les mêmes chaussettes et les mêmes chaussures du début à la fin. S'il ne participera pas au prochain Paris-Colmar, le Dijonnais vice-champion de France s'en fait désormais un objectif prioritaire pour 2015. Et à part la marche à pied et le frisbee, il y avait aussi du rugby et du basket au menu du week-end. On regarde tout de suite les brèves du dimanche. Coup de bol à Manicourt. Profitant de plusieurs chutes, la Kawasaki numéro 11 de l'équipage français Leblanc, Lagrive et Salchaud s'est imposée cet après-midi. 3e victoire d'affilée pour eux sur le bol d'or. En rugby, Nevers et Mâcon passent en quart de finale. Vainqueur à l'aller à Rodez, Luçon en jaune a confirmé dans la douleur hier soir en s'imposant 28-24 au Pré-Fleury. On a eu suffisamment de caractère pour revenir. Bon, ce que je retiens, c'est qu'on a pu faire tourner notre effectif. On va attaquer les quarts de finale avec un peu de fraîcheur, ce qui est important pour nous. C'était un peu l'essentiel aussi, même si on a joué un peu à se faire peur. Les Bleus de Mâcon ont quant à eux maîtrisé Castanet-Tolosan cet après-midi, 25-11. En quart de finale, Nevers affrontera Tyros et Mâcon retrouvera Lille, match aller le week-end prochain. La JDA et l'élan officiellement en play-off. En battant Pau hier soir 79-72, les basketteurs chalonnais se sont assurés une qualification pour les quarts de finale du championnat de France. Même si on n'a pas fait un match parfait ce soir, il faut saluer la prestation de l'équipe sur sa durée, sur la longueur et se dire que, ma foi, maintenant, c'est encore un nouveau championnat qui commence. Elles l'ont fait. Les handballeuses dijonnaises sont sacrées championnes de France de D2. Elles retrouveront l'élite la saison prochaine. Enfin en judo, déception pour le Dijonnais Cyril Marais en bleu. Il visait le titre européen des moins de 100 kg. Il repart avec le bronze. Et c'est donc l'équipe de Grenoble qui a remporté le tournoi ici à Mâcon et qui gagne sa montée dans la division supérieure. Si vous voulez vous renseigner sur le club de Mâcon, rendez-vous sur leur page Facebook. La semaine prochaine, nous parlerons de gymnastique. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne, c'est fini! Notre balade à présent à l'abbaye de Pontigny dans l'Yonne, elle célèbre ses 900 ans cette année et un artiste peintre a eu l'idée de retracer sa glorieuse histoire en images. Basis Djaouti et Claude Eudes.
Un travail monumental et une expérience unique. Jacques Canonici s'est lancé dans la réalisation d'une fresque historique pour raconter les 900 ans de l'abbaye de Pontigny. Des tableaux d'un tel format, plus de 2 mètres, l'artiste n'en avait jamais peint. Depuis 1 an, ce travail lui fait redécouvrir un site majestueux, une commune où il habite depuis des décennies, mais bien plus encore. Pontigny est là, je m'y intéresse, je rentre dans l'histoire. Et je m'enrichis de tas de choses que je ne connaissais pas auparavant, tant au niveau des événements qu'au niveau de la technique, parce que je reprends une technique de peinture que j'ai pratiquement jamais utilisée, qui est proche de la bande dessinée, mais tout en restant de la peinture. Donc il y a toute une découverte que je fais à travers Pontigny, une découverte de moi-même en fait. La construction de l'abbaye, l'abbatiale transformée en hôpital pendant la Première Guerre mondiale, l'explosion d'un train allemand en gare de Pontigny en 1943, chaque tableau peut se lire seul et raconte l'un des moments de la vie de l'abbaye, de la commune et de ses habitants. Au final, la fresque comptera une 15aine de toiles et sera dévoilée dans le cloître l'été prochain. L'abbaye de Pontigny, une œuvre d'art en soi fascinante et mystérieuse. Cette historienne américaine lui a consacré une thèse et plusieurs ouvrages, mais pour elle aussi, ce site exceptionnel garde encore bien des secrets. Est-ce qu'on construit aujourd'hui pour durer 900 ans? Peut-être pas beaucoup. Alors ces choses intéressent les gens et de voir quelque chose si simple mais aussi si belle dans les proportions, dans l'imagination des gens qui ont construit. Une fresque, des livres, des conférences, des concerts. Pour ses 900 ans, l'abbaye de Pontigny n'a pas fini de faire parler d'elle. Festivités et manifestations sont prévues d'avril à septembre prochain. Mais pour le visiter, pas la peine d'attendre. Le site vous ouvre ses portes tous les jours. À suivre dans le 19-20, l'agenda, la météo et l'édition nationale. Pour l'info en Bourgogne demain, vous retrouverez Elsa Bezin et Pauline Ringenbach. Très belle soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.